Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On est près d'une centaine ce matin pour découvrir ensemble la quatrième année de l'étude jeunesse. Ça nous fait vraiment plaisir de vous présenter les résultats pour une quatrième année cette année. C'est une étude jeunesse qui porte sur les milléniaux et la génération Z. Et puis dans les dernières années, on a exploré plusieurs thèmes. Cette année, on s'est concentré sur trois thèmes qui sont évidemment reliés à l'actualité et qui vont être déclinés dans une série de trois webinaires qui vous sont offerts en fait gratuitement à partir d'aujourd'hui. Donc, d'abord, le premier webinaire, celui dans lequel vous êtes aujourd'hui, qui porte sur la citoyenneté. Donc, on étudie le jeune citoyen, son appartenance aux institutions, comment est-ce qu'il se voit dans la société, est-ce qu'il est positif ou non face à l'avenir. La semaine prochaine, on vous parle du jeune consommateur et on a étudié comment est-ce que leurs valeurs impactent leur choix de consommation. Également, comment est-ce que la COVID a impacté leur choix de consommation. Et finalement, le dernier webinaire qui va fermer cette série, mais non le moindre, le webinaire qui porte sur le travail, donc le jeune travailleur. Tout le monde est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, on vit tous la même réalité. Eh bien, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour rallier ce jeune-là à nos entreprises, comment on fait pour aller le chercher, mais également comment est-ce qu'on fait pour le retenir. Avant de commencer dans le contenu, je voulais juste vous donner quelques informations par rapport au fonctionnement d'aujourd'hui. Donc, on a 1 heure ensemble aujourd'hui. On va faire notre gros possible pour vous libérer avant 10 heures. Vous avez sûrement une autre réunion par la suite. Sur la droite de votre écran, vous avez un petit panneau et il y a une petite boîte qui s'appelle questions. Donc, tout au long de la présentation, n'hésitez pas à déposer des questions dans cette boîte-là. Et puis, Philippe et moi allons répondre à la fin de la présentation. Cet après-midi, vous allez recevoir la vidéo de la présentation, donc l'enregistrement de ce webinaire-là. Vous allez pouvoir le garder, le partager avec des collègues. Vous ne recevrez donc pas la présentation, mais bel et bien la vidéo. Et puis, finalement, petite surprise qui n'avait pas été annoncée, mais on vous l'annonce aujourd'hui, quelque part en décembre, comme cadeau de fin d'année, vous allez recevoir le rapport gratuit de l'étude jeunesse qui va vraiment couvrir les trois thèmes qu'on va voir dans cette série-là. Donc, j'ai terminé sur les fonctionnalités. Maintenant, rentrons dans le contenu. En fait, on va juste se présenter avant de commencer. Je m'appelle Sarah Motet, je suis directrice marketing chez Léger. Et puis, je suis avec Philippe, qui est responsable de l'étude jeunesse depuis maintenant 4 ans. C'est très important pour nous que cette étude-là soit présentée par des jeunes. On fait partie des générations qu'on vous présente aujourd'hui. C'est important pour nous de s'associer aux résultats, de pouvoir les faire vivre, de pouvoir vous donner des exemples et de pouvoir les confirmer. Cette étude-là, on la présente aujourd'hui en français, majoritairement au Québec, mais on la fait également partout au Canada en anglais, avec également des représentants qui font partie des générations qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, on ne peut pas passer sous silence la méthodologie. On est une firme de sondage après tout. Ça va être la petite partie plus technique de la présentation, mais c'est important de vous le montrer. C'est important parce qu'en fait, l'étude jeunesse est une étude très, très vaste qui va sonder plus de 3000 jeunes partout au Canada. Donc, 2000 milléniaux, 1000 membres de la génération Z. C'est un échantillon qui est vraiment très robuste. Et on voulait également vous montrer les paramètres de cet échantillon-là. Donc, si vous voyez en bas de l'écran, la langue, donc c'est leur langue maternelle et encore parlée aujourd'hui, 20 parlent le français, 64 l'anglais, 16 une autre langue. Est-ce qu'ils appartiennent à une minorité visible? 25 disent oui, 70 non. Évidemment, le contrebalance, c'est des gens qui refusaient de répondre ou qui ne savaient pas. 43 sont religieux et 16 font partie de la communauté LGBTQ 2S+. Donc voilà, c'est pour vous montrer la complexité de cet échantillon-là. Et puis, le sondage a été mené très récemment, du 19 octobre au 10 novembre 2021. Donc, les résultats sont vraiment tout frais et encore actuels. Donc, bonjour tout le monde. Merci Sarah pour le début de la présentation. On rentre dans le vif du sujet. D'abord, on se pose la question pourquoi Léger s'intéresse aux générations et pourquoi vous devriez vous y intéresser vous aussi. C'est essentiellement la question pourquoi nous sommes là aujourd'hui. On tente ensemble de comprendre pourquoi les générations ont une place aussi dominante dans le discours, pourquoi ils sont si déterminants pour les comportements, pourquoi une firme de sondage comme Léger s'intéresse à la génération Y, à la génération Z et à la génération des milléniaux. Donc, essentiellement, c'est la raison pourquoi on est ici aujourd'hui. Avant toute chose, je m'intéresserai à la question qu'est-ce qu'une génération? Nous, on fait cette présentation dans toutes sortes de contextes, chez tous les clients que vous pouvez imaginer, dans toutes les organisations que vous pouvez imaginer,
ce soit les banques, que ce soit les entreprises gouvernementales, des écoles. C'est une présentation qu'on présente véritablement partout. Et nous, on s'aperçoit rapidement qu'une génération, on en parle beaucoup, les générations, sans nécessairement comprendre en quoi il s'agit. Donc, pour répondre à la question pourquoi ça s'intéresse aux générations, il faut comprendre c'est quoi une génération. Une génération, c'est une cohorte d'âge d'abord qui s'étend de 15 à 20 ans. C'est assez évident. Et le deuxième élément, c'est une cohorte d'individus qui sont marqués par des événements ou des tournants historiques similaires. Donc, on va parler, par exemple, la chute du mur de Berlin pour la génération X. On va parler des révoltes, par exemple, au Québec. On va parler du printemps étudiant pour la génération des milléniaux, ainsi de suite. On va pouvoir parler de la crise climatique pour la génération Z qui crée des comportements qui sont précisément, qui rejoignent une génération précisément. Ensuite, c'est une cohorte d'individus ayant des opinions et des intérêts communs. Les générations se définissent essentiellement par 4 caractéristiques: le climat social et politique, la culture populaire, les films qu'on écoute, les séries qu'on écoute, les événements historiques, je l'ai dit, et les avancées technologiques, ce qui est fondamental pour définir c'est quoi les comportements d'une ou des générations. Donc, on rentre, avant de vous expliquer pourquoi une génération c'est important, je voulais bien vous montrer c'est quoi les 4 générations qui sont véritablement en présence, qui sont dans la population active québécoise. On a bien sûr la génération du baby boom, qu'on a parlé, qu'on a disséqué, qu'on a analysé dans les 40 dernières années. Bon, essentiellement, le baby boomer, c'est de 1945 à 1964, donc il y a entre 57 et 76 ans. Pourquoi on a autant parlé d'eux? Parce qu'il y avait la force du nombre, 22 9 millions de la population canadienne. C'est une génération qui a vécu les 30 glorieuses, donc une période de prospérité sans équivalent, auquel leur niveau social, leur classe sociale a augmenté tout au long de leur vie. La technologie, c'est la télévision. La génération du baby boom, c'est probablement la génération la plus marquante de ces 4 générations-là depuis les années 60 parce que c'est eux qu'ils ont été, c'est eux qui ont bâti la société dans laquelle on vit. Et si on va en parler plus tard, si on voit certains affrontements entre les générations, c'est souvent entre les 3 générations, la génération X, les milléniaux, et la génération Z, avec la génération du baby boom, tellement elle a été dominante. La génération X, vous le voyez, 1965 à 1980, marché de l'emploi saturé, se frottait à des murs parce que l'emploi était occupé par les baby boomers, ce qui est beaucoup de frustration. On appelle aussi la génération X la génération sandwich parce qu'ils étaient pris entre la génération des milléniaux et la génération du baby boom. Les milléniaux, c'est entre 1981 et 1996. Donc, c'est pas des gens qui sont nés dans les années 2000, c'est pas du monde qui sont nés dans les années 70, c'est véritablement 1981 à 1996, ils ont entre 25 et 40 ans. La première caractéristique qu'on peut dire sur la génération des milléniaux, c'est qu'ils sont en train, entre 25 et 40 ans, c'est qu'il peut y avoir des différences fondamentales dans la même génération. Donc, un millénial de 27-28 ans risque de ne pas avoir les mêmes comportements qu'un millénial de 38 ans. On va y revenir plus tard. Pourquoi on parle autant des milléniaux? C'est parce que c'est la force du nombre, encore une fois. 21 de la population canadienne. C'est eux qui ont connu la mondialisation. Ils ont connu également une précarisation à l'emploi, c'est-à-dire que beaucoup de crises à répétition, que ce soit la crise de 2008, la récession, maintenant la COVID, qui a touché beaucoup de la génération Z, mais beaucoup de la génération des milléniaux. En ce moment, ils retrouvent un certain pouvoir sur le marché du travail à cause de la pénurie de main-d'œuvre, mais ils ont connu beaucoup d'aléas avec le marché du travail, ce qui les rend un peu plus inquiets. On va revenir. Leur technologie, c'est la messagerie instantanée et les médias sociaux. Et il y a bien sûr la génération Z, qui est une génération qui fait extrêmement parler présentement. Elle a des comportements distincts des milléniaux. Ce n'est pas la même génération que les milléniaux. Ils sont entre 1997 et 2010, donc ils ont entre 11 et 24 ans. Ils forment 18 de la population. Bon, une certaine instabilité, que ce soit au niveau collectif, au niveau environnemental, et pénurie de main-d'œuvre. Ils en profitent présentement pour avoir des meilleures conditions à l'emploi. Et également, les algorithmes et l'intelligence artificielle, c'est leur technologie. Donc, c'est véritablement les 4 générations qui sont en présence, qui sont actives et qui marquent l'étude des générations. On rentre dans le crunch du sujet. Pourquoi les générations? Nous, ce qu'on remarque rapidement, c'est qu'en sondage, l'âge devient le facteur le plus significatif parmi les groupes sociaux, que ce soit l'emplacement géographique, les comportements, les revenus, ce qui nous fait dire qu'on passe de la lutte des classes à la lutte des âges. Auparavant, nos comportements, notre consommation, notre vote, notre opinion étaient conditionnés par rapport à la classe sociale à laquelle on appartenait, donc à notre revenu. Si on gagnait un revenu très élevé, on avait des comportements qui ressemblaient avec les autres personnes qui ont le même revenu que nous.
Nous, ce qu'on voit dans les sondages, c'est que les comportements se divisent selon les âges. Donc, c'est pour ça que les générations deviennent extrêmement importantes parce qu'ils deviennent le facteur distinctif qui détermine un comportement. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Je rajouterai également deux caractéristiques. Les changements sociétaux se produisent parce que le nombre de jeunes sur le marché du travail, c'est la génération des milléniaux et la génération Z qui forment la plus grande partie des générations en termes de population active. Donc, ils sont sur le marché du travail, donc ils peuvent imposer leurs valeurs, leur façon de faire. On pourrait ajouter à ça la pénurie de main-d'œuvre qui fait en sorte que bien des jeunes qui arrivent sur le marché du travail imposent leurs opinions, leur façon de faire aux employés et aux employeurs. Et également, la maîtrise de la technologie. Quand je vous disais que les avancées technologiques conditionnent et créent des générations, les deux jeunes générations sont arrivées sur le marché du travail en maîtrisant que ce soit les médias sociaux, que ce soit les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, les algorithmes, ils le maîtrisent, ce qui fait en sorte que leur importance sur le marché du travail, il est capital. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des changements de sociétaux qui sont extrêmement importants. On voit que la génération du baby boom perd beaucoup de pouvoir au profit des jeunes générations qui, maintenant, imposent leurs valeurs, que ce soit en termes de débat politique, que ce soit en termes de consommation, ou même en termes de choix de gouvernement. Donc, on voit véritablement des changements qui se passent aujourd'hui. Et la plupart des débats qu'on voit présentement dans nos sociétés sont conditionnés par cela. Donc, comme Philippe l'a dit, c'est vrai dans nos sondages, ce qu'on voit, c'est que qu'est-ce qui détermine le plus le comportement maintenant, c'est l'âge. Alors qu'auparavant, ça pouvait être la classe sociale, par exemple. Cette affirmation-là est tellement vraie qu'on voit qu'il y a des sous-groupes qui vont se développer à l'intérieur même des groupes, donc à l'intérieur même des générations, qui sont, elles, déterminées par l'âge. J'aime bien me prendre comme exemple dans cette diapositive-là. Moi, je suis exactement, en fait, entre la génération des milléniaux et la génération Z. Donc, à moi-même, je forme un sous-groupe avec d'autres gens qui sont proches de moi en âge parce qu'effectivement, je me retrouverais pas dans un vieux millénial, je mets des guillemets, un vieux millénial de 40 ans ou un jeune de la génération Z de 13 ans. Évidemment, on n'a pas du tout la même réalité. Donc, je pourrais moi-même former un sous-groupe entre deux groupes qui sont bel et bien présents. Une autre affirmation qui est importante ici, c'est que les générations se raccourcissent, encore une fois, en raison du facteur de l'âge. Si on regarde la génération du baby boom, elle durait 19 ans de longévité. La génération X, 15 ans. La génération des milléniaux, la génération Z, 14 ans. On pourrait même s'attendre à voir, parce que là, on sait que vous allez avoir des questions sur la prochaine génération qui a à peine 10 ans d'âge aujourd'hui, les alphas. On pourrait s'attendre à ce que leur génération soit équivalente là, en longévité à celle des milléniaux ou même encore plus courte. Je vais montrer également la force du nombre. Donc, pourquoi on parle autant des milléniaux, pourquoi on parle de la génération Z. Je montre l'évolution de la population canadienne depuis 1945. Entre 1945 et 1965, on a véritablement vu ce qu'on appelle le baby boom. Donc, si vous regardez le graphique, en bas du graphique, il y a l'émergence d'une génération qui va arriver dans les années 80 par la suite sur le marché du travail. Donc, sont un peu, à ce moment-ci, le baby boom est un peu à la même place que les milléniaux et la génération Z, présentement sur le marché du travail. Donc, ils ont entre 20 et 40 ans, font leur entrée, imposent leurs valeurs aux employeurs, soit des valeurs écologiques, soit des questions sur de discrimination, de racisme, d'inclusion. Donc, on voit véritablement que dans les années 80, il y a eu un changement de paradigme parce que la génération du baby boom est arrivée. Et maintenant, on arrive au même phénomène avec la génération Z et les milléniaux. Donc, on voit en 2005 la génération du baby boom qui est entre 40 et 60 ans dans le graphique. On commence tranquillement à sortir de la population active. On voit en 2019, c'est le départ à la retraite du baby boom, mais c'est aussi l'émergence des deux jeunes générations, comme je vous le disais, entre 20 et 40 ans, qui forment les générations qui sont le plus actives sur le marché du travail, comme je le disais précédemment. Et en 2035, les milléniaux et la génération Z deviendront les baby boomers d'hier, donc ils seront probablement dérangés par des nouvelles valeurs, d'une nouvelle génération, que ce soit la génération alpha ou la génération qui va venir par la suite. Donc, on voit véritablement que dans les prochaines années, ce qu'on a vu dans les dernières années, plutôt un changement dans les valeurs, un changement de paradigme dans les façons de faire dans la société, ça va continuer à arriver avec la génération Z et les milléniaux dans les prochaines années parce qu'ils seront la population la plus active sur le marché du travail et la plus grande en termes de nombre. Je voulais également vous montrer qu'il y a quand je parlais de la lutte des âges précédemment, quand je vous dis que les générations deviennent déterminantes dans nos sondages, quand on regarde les différents groupes sociodémographiques et c'est l'âge qui devient le facteur déterminant,
bon, c'est sûr que ça crée une lutte des âges, des conflits qui sont générationnels. Je vous ai montré ici l'image entre Gabriel Nadeau-Dubois et François Legault, qui était à l'Assemblée nationale, qui a eu un affrontement assez épique sur la façon dont on fait de la politique, sur les définitions. On se souvient que François Legault avait traité Gabriel Nadeau-Dubois de woke. Derrière cet affrontement entre deux hommes se cache beaucoup, il s'incarne un affrontement générationnel qui se passe à l'Assemblée nationale, mais qui se passe également sur le marché du travail, qui se passe dans les soupers de famille. Vous devez le vivre si vous avez des jeunes à la maison ou des jeunes sur le marché du travail, dans les différentes façons de faire. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Ça se passe dans le travail, à l'école, que ce soit dans les soupers de famille également. Donc, on voit vraiment des différences sur le vivre ensemble. Quand on regarde les différentes problématiques, les différents énoncés sociétaux qu'on peut observer, il y a vraiment des différences sur le racisme, sur la discrimination, sur l'inclusion. Si on regarde, par exemple, 60% des jeunes entre 15 et 40 ans croient qu'il existe du racisme systémique, 63% qu'il existe un privilège blanc et 55% qui croient que la police fait du profilage racial. C'est quelques statistiques parmi notre sondage qui montrent véritablement qu'il y a une différence sur ces questions-là fondamentales et que ces nouvelles questions-là qui ont émergé dans l'espace public dans les dernières années, sont le fruit d'une génération qui prend de plus en plus de pouvoir, qui fait entendre sa voix. Il y a aussi, on devrait le dire, une frustration envers les autres générations chez les jeunes. Il y a une inquiétude face au monde qui vient, les différentes crises, soit les crises économiques, sanitaires et environnementales, ça crée chez les jeunes une certaine frustration sur le monde qui a été laissé avant eux. Quand on regarde les différents mots, on a sondé une vingtaine de mots sur la perception du mot, simplement la perception du mot. Et on regarde que les mots qui sont les plus perçus négativement, ce sont tous des mots qui appartiennent, qui sont le fruit des autres générations, soit capitalisme, conservatisme, baby boomer. Ce qui est assez révélateur, c'est que la baby boomer, c'est le mot qui est perçu le plus négativement par les jeunes. Donc, véritablement, ça incarne cette lutte des âges-là qu'on peut voir partout dans la société. Donc, Philippe a vraiment mis la table sur c'est quoi une génération. Évidemment, on ne va pas répéter cette introduction-là dans les autres présentations, mais c'est pour que vous puissiez bien comprendre, avant qu'on rentre avec du jargon de génération, qu'est-ce qu'une génération et comment est-ce qu'on la compare à ses prédécesseurs. Aujourd'hui, on vous parle du jeune citoyen en 2022, donc son rapport aux institutions, les gouvernements, les grandes entreprises, les médias traditionnels. Sa perception vis-à-vis de l'avenir, est-ce qu'ils sont positifs ou négatifs par rapport à l'avenir ou craintifs? Leur personnalité citoyenne, quelles sont leurs revendications? Quel est leur niveau d'anxiété? Comment est-ce qu'ils se voient dans la communauté? Donc, si vous deviez repartir avec une diapositive, je vous dirais que c'est celle-ci. Pas pour mettre de la pression, mais vraiment parce qu'elle est très intéressante. En fait, c'est un constat qu'on voit depuis les 4 dernières années et qui rejoint ce qu'on vous disait un petit peu plus tôt dans la présentation. C'est-à-dire qu'au sein même de 2 générations, comme la génération Z, la génération des milléniaux, il y a des sous-groupes qui sont vraiment déterminés par l'âge. Donc, nous, on les a séparés en 3 sous-groupes qui ont des comportements qui sont communs. D'abord, le premier groupe, entre 13 à 19 ans, on l'appelle le groupe de l'insouciance. Tout va bien dans la vie, on n'a pas beaucoup de stress, on est au début de notre vie, pas de grosses charges financières non plus, tout va bien. Par la suite, ça va un peu moins bien. Entre 20 à 29 ans, on appelle ce stade-là le stade du tumulte. C'est là où est-ce que tout s'entrecroise, où est-ce qu'on a plus de stress, on part de chez ses parents, on a un appartement, on a des charges financières, premier emploi. Donc, beaucoup de premières fois qui amènent beaucoup d'anxiété et beaucoup de charges nouvelles finalement. Et finalement, entre 30 à 40 ans, on appelle cette période-là la période de la stabilité. Donc, on en a vu, rendu là, on a un petit peu plus d'expérience, on retourne à quelque chose d'un petit peu plus stable. On a voulu vous donner en fait des caractéristiques comportementales de ces tranches d'âge-là pour que vous puissiez bien comprendre comment est-ce que l'évolution se fait entre les stades. Donc, d'abord, au niveau de l'insouciance, on pourrait la caractériser avec 3 traits de personnalité. Contestataire. On est jeune, on n'a pas peur de rien, on n'a pas peur de confronter. Optimiste, on est plus optimiste que les plus vieux, que les 20 à 29 ans, que les 30 à 40 ans. Optimiste face à l'avenir. Tout est beau devant nous, on rêve, on est rêveur. Confiant, évidemment, qui se lie très bien avec l'optimisme. On est confiant face à l'avenir, on est confiant face à notre situation, mais évidemment, on n'a pas encore, je pourrais dire, goûté à la vraie vie. Entre 20 et 29 ans, c'est un petit peu plus difficile, un petit peu plus d'anxiété. Donc, c'est une génération, c'est un groupe d'âge, en fait, qui se définit beaucoup par son anxiété. Je le disais un peu plus tôt, énormément de stress qui vont s'entrecroiser pour la première fois. Mobilité,
c'est intéressant ce mot-là, mobilité, parce qu'ils sont mobiles, oui, entre plusieurs phases de leur vie. Donc, entre la maison, le travail, l'appartement, l'école, entre leur vie personnelle et professionnelle, il y a énormément de mouvements. C'est également là où est-ce que l'envie de quitter le travail est la plus grande. Donc, ils sont mobiles aussi face à leur employeur. Pas beaucoup de stabilité. Questionnement, évidemment, c'est une grande période de questionnement face à toutes les premières fois auxquelles ils font face. Mais c'est également là où est-ce que des habitudes vont se former, non seulement en consommation, mais également au travail. Donc, oui, ils ont envie de quitter, mais c'est le bon moment pour commencer à les fidéliser quand même. Et finalement, au niveau de la stabilité, on est un petit peu plus cynique, peut-être, on ne veut pas dire découragé, mais en fait, on voit la réalité d'un œil plus juste, disons. On est vraiment à la recherche de stabilité, stabilité dans sa vie, stabilité au travail encore plus. Et le mot d'après n'entre pas en contradiction avec ce mot-ci, qui est le mot flexibilité. Donc, on cherche de la stabilité dans notre emploi, mais on veut de la flexibilité, pardon, à l'intérieur des paramètres de notre emploi. Donc, on veut pouvoir faire des heures qui sont différentes, pas juste du 9 à 5 parce que l'enfant revient de la garderie à 3 heures, puis il faut aller le chercher. Donc, on veut un emploi qui est stable avec un revenu qui est stable, mais on veut que notre employeur soit flexible. Ils sont plus exigeants, forcément, ils ont plus d'expérience. Et ils sont plus éthiques. C'est intéressant également ce mot-là, plus éthique, parce que leurs choix sont vraiment reliés à leurs valeurs à ce moment-ci. Également parce qu'ils ont le pouvoir de le faire à 30-40 ans. On a plus de pouvoir, plus d'expérience, plus d'argent. Donc, on se permet d'associer nos valeurs à nos choix, finalement. Dans les dernières années, ce qu'on pouvait observer, c'est que les parcours des baby boomers ou de la génération X étaient plutôt linéaires. Donc, on gravit dans un certain domaine, on reste chez un employeur toute notre vie, on prend notre retraite et puis voilà, c'est terminé. C'est un petit peu plus différent maintenant avec les jeunes milléniaux, les jeunes de la génération Z. C'est très important cette diapositive-là pour notamment des organisations scolaires. Je sais qu'on en a quelques-unes avec nous aujourd'hui. Je dois rien vous apprendre en vous disant que vous n'avez plus nécessairement une population étudiante à l'intérieur de l'école, donc des gens au cégep à l'université de 18, 19, 20 ans. Non, parce qu'il y a bel et bien des plus vieux qui vont retourner à l'école, qui vont faire un changement de carrière, qui vont revenir à l'école pour faire un certificat pour pouvoir développer un potentiel autre. Donc, on voit vraiment que les parcours des jeunes sont vraiment en zigzag, sont vraiment morcelés entre l'école, le départ à l'école, trouver un emploi. Ah, finalement, je vais aller me respécialiser dans quelque chose. Donc, je retourne à l'école. La conséquence à ça, finalement, de voir que les parcours sont aussi morcelés, c'est que les processus sont retardés. C'est plus long avant qu'on ait son diplôme. C'est plus long avant qu'on fonde une famille. C'est plus long à avoir accès à la propriété, s'installer, avoir une stabilité. C'est plus long avant d'avoir un pouvoir d'achat, évidemment, puis avoir de l'argent pour pouvoir se payer qu'est-ce qu'on veut. Puis ça, genre, on en discutait, Philippe et moi, hier, puis on pouvait faire des liens carrément avec des amis qu'on a dans notre entourage, des gens qui ont déjà gradué, qui sont déjà dans un domaine, puis qui se disent ah ben finalement, je sais pas si c'est ça que je veux faire, je vais retourner à l'école. Donc, énormément de retour à l'école pour pouvoir aller soit se spécialiser ou changer carrément de domaine et se trouver un emploi dans un tout autre domaine qu'ils avaient étudié dans les dernières années. C'est vraiment révélateur de ces générations-là, des milléniaux de la génération Z. Exactement. Moi, je veux juste rajouter quelque chose là-dessus. On a fait ce type de conférence-là beaucoup dans différentes entreprises, différentes organisations, notamment les écoles. Sarah y a fait allusion. Je sais qu'il y a plusieurs organisations scolaires ici. Bon, à chaque fois qu'on fait ces conférences-là dans les écoles, les professeurs viennent toujours nous voir un peu subjugués de voir que leur population étudiante elle est beaucoup plus diversifiée qu'auparavant. On va voir des jeunes, par exemple, au cégep, des jeunes de 18, mais aussi des jeunes de 25, 26, même 30 ans qui se réorientent. Et nous, on regarde dans nos sondages ce phénomène-là, et il est patent. On va le voir partout. On va voir beaucoup de réorientation dans leur vie scolaire ou des ruptures carrément dans leur vie. Changement d'emploi, changement de secteur d'activité. Donc, comme Sarah le disait, les deux premières slides sont importantes si on parle de différence générationnelle. Hyper important. Ce qui est aussi important également, ce qu'on remarque cette année dans le sondage, bon, on peut le voir de plusieurs facteurs, c'est véritablement une crise envers l'avenir qui s'empire année après année. Quand on regarde les deux jeunes générations, il y a véritablement une perte de confiance pour la prochaine année, mais aussi pour les années qui viennent.
on leur a posé, c'est une question qu'on pose chaque année dans l'édition de l'étude, dans l'étude jeunesse plutôt. Est-ce que vous croyez que la situation économique va s'améliorer? Est-ce que vous croyez que la situation politique et la situation environnementale va s'améliorer? Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a peu de jeunes qui pensent que la situation économique, politique et environnementale va s'améliorer. Quand on regarde, plus de 3 jeunes sur 4 qui croient, par exemple, que la situation politique ne va pas s'améliorer, près de 79%, donc près de 80%, qui croient que la situation environnementale ne va pas s'améliorer. Donc, c'est monumental pour vous qui est ici de comprendre que les jeunes, ben, ils n'ont pas confiance dans leur avenir et ça crée toutes sortes de conséquences. Un des facteurs à ça, je pense qu'il faut retenir, il y a beaucoup de jeunes qui ont peur du déclassement social, c'est-à-dire qu'ils ont peur que leur situation socio-économique, la richesse qu'ils accumulent, leur salaire, ne permettent pas de reproduire les conditions dans lesquelles ils ont grandi. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas être capables de retrouver le statut dans lequel ils ont grandi. 75% se perçoivent comme une génération sacrifiée. C'est énorme, là, 75%, c'est 3 jeunes sur 4. 56% croient appartenir à une génération qui est désavantagée et 53% estiment qu'ils seront plus pauvres que leurs parents. C'est monumental cette année dans notre étude, cette crise envers l'avenir que les jeunes ressentent. Ils n'ont pas l'impression que leur vie va s'améliorer autant collectivement, comme collectivité, comme société, mais aussi individuellement dans leur vie. Ils craignent véritablement de ne pas pouvoir avancer socialement. Bon, les conséquences à ça. On le voit, on le ressent, il l'exprime. C'est quoi les conséquences qu'on voit dans notre sondage? D'abord, à l'emploi. Il y a une perte d'engagement pour les entreprises qui crée que les jeunes sont beaucoup moins fidèles. La raison pourquoi ils sont moins fidèles, ils n'ont pas l'impression que l'entreprise dans laquelle ils travaillent bien souvent va leur permettre d'avancer socialement et économiquement. Il y a une perte d'engagement. Tout simplement, on voit aux États-Unis, même au Canada et au Québec, la même chose, le phénomène de grande démission. Donc, des jeunes qui se permettent de démissionner, oui, parce qu'il y a une pénurie de l'emploi, ils pensent bien sûr retrouver un autre emploi assez facilement, mais il y a aussi une mobilité. Et c'est en partie en raison de cette crise de l'avenir-là, cette crise d'engagement envers les entreprises et les organisations en général. On voit également le phénomène de rupture définitive envers leur vie qu'ils mènent. On parle souvent, on l'a vu assez souvent dans les médias, des jeunes qui décident de partir à la campagne, de lâcher leur emploi de tous les jours pour aller partir d'une entreprise d'économie circulaire, par exemple, d'économie sociale. C'est pas un phénomène qui est bénin, qui est anodin, c'est un phénomène qui montre véritablement une rupture de leur vie et une certaine crise, qui n'ont pas l'impression que leur vie en général va s'améliorer. Donc, pourquoi pas avoir une grande rupture, changer complètement de secteur d'industrie et changer même de lieu où on habite. C'est assez majeur comme phénomène. Santé mentale, bien sûr, on va y revenir. Anxiété, co-anxiété, incapacité à se projeter dans l'avenir. C'est sûr que cette crise-là accentue cette crise d'anxiété qu'on voit année après année depuis 3 ans et qui, je ne vous surprendrai pas, continue cette année. On voit également le phénomène de ne pas avoir d'enfants. 47% affirment ne pas vouloir d'enfants. Quand on n'a pas confiance à l'avenir autant collectif qu'individuellement. Bon, et beaucoup de jeunes se demandent pourquoi avoir des enfants. Ça ne veut pas dire qu'un jeune sur 2 n'aura pas d'enfants, c'est sur la volonté d'en avoir et sur eux qui affirment qu'ils n'en veulent pas. Après, ils peuvent en avoir, bien sûr. Collectivité, on va y revenir dans quelques slides, mais dans quelques slides, j'ai oublié le nom français. Diapositive. Diapositive, voilà. Donc, collectivement, c'est sûr qu'il y a un désengagement envers les institutions et la démocratie. Et une certaine rupture, j'y reviens à ce que j'ai dit plus tôt, quand on leur demande si vous croyez à la nécessité de changements radicaux, c'est 60% qui croient à la nécessité d'avoir des changements radicaux dans leur société dans laquelle ils vivent. C'est énorme. C'est des statistiques qu'on voit même si quand les générations X étaient plus jeunes et la génération du baby boom était plus jeune, c'est jamais qu'il y ait des statistiques qui étaient aussi fortes que ça, la nécessité de changements radicaux. Un est peut-être lié à l'autre, un est peut-être la cause de l'autre, peut-être la conséquence de l'autre. Ce qu'on remarque véritablement chez les jeunes, c'est qu'il y a une méfiance, une crainte envers les institutions traditionnelles. Je pourrais vous demander, nommez-moi une institution qui, ça fait longtemps qu'il existe, qui est une institution importante dans la vie en société, et les jeunes vont s'y méfier. Quand je parle d'institutions traditionnelles, on va parler essentiellement de partis politiques, gouvernements politiques, les médias traditionnels et les grandes entreprises privées et publiques, que ce soit des entreprises gouvernementales, mais aussi des entreprises privées qu'on peut voir. Bon, la télévision, les jeunes délaissent de plus en plus la télévision. Les médias traditionnels, seulement 36% y font confiance. Donc, ça, c'est quelque chose de relativement nouveau. Peu de jeunes font confiance aux médias traditionnels, c'est-à-dire qu'ils ne représentent pas leur intérêt, leurs préoccupations. C'est énorme, mais si j'étais moindrement quelqu'un qui travaille dans les médias, ben, je me poserais la question. C'est véritablement une grande question.
qui devrait se poser. 36 c'est extrêmement faible. Parti politique, c'est un peu le même phénomène. 30 ils font confiance. Bon, c'est une autre facette de la représentation des jeunes qui ne voient pas dans ces institutions-là, partis politiques, gouvernement, système électoral et médias traditionnels, qui représentent véritablement leurs intérêts et leurs préoccupations. Si j'étais un parti politique, je me posais également cette question-là fondamentale, comment ramener les jeunes dans mon giron. Le taux de participation aux élections, après chaque élection, on y revient, les jeunes ont moins participé, participent de moins en moins. Quand on compare avec la génération du baby boom et la génération X, on s'aperçoit rapidement que les jeunes se désengagent massivement des élections de la participation aux élections. Les institutions bancaires, si j'étais une banque aujourd'hui, je me poserais également la question, il y a plusieurs jeunes qui décident de se détourner des banques pour se tourner vers la famille, par exemple, vers d'autres alternatives, le Bitcoin, le traders en ligne. Donc, il y a véritablement des phénomènes d'alternatives qui se développent parce qu'il y a une méfiance envers ces institutions-là. Projet des grandes entreprises privées et publiques, 31 font seulement confiance aux entreprises privées et publiques. C'est, encore une fois, très, très bas. Si vous voyez des jeunes qui changent d'emploi souvent, qui font pas confiance à l'entreprise privée et publique, posez-vous la question. Quand 31 ils font confiance, c'est relativement bas. Essentiellement, je l'ai dit quelques fois, mais ils n'ont pas l'impression que les institutions répondent à leurs préoccupations. Ils n'ont pas l'impression, essentiellement, là, que le changement passe par vous. Ils ont l'impression que le changement va passer par des solutions alternatives aux grandes institutions qui ont longtemps été prédominantes dans la société. Bon, est-ce que parce qu'ils vous font pas confiance, parce qu'ils font pas confiance aux institutions, ils vous remplacent, ou c'est parce qu'ils ont des alternatives qui font moins confiance? La réponse, on l'a pas. Mais ce qu'on a, par exemple, c'est que les jeunes se tournent massivement vers des alternatives. On le remarque dans nos sondages année après année. Encore cette année, c'est la même chose. Bon, la télévision câblée tourne vers les plateformes de streaming. On pourrait faire la liste des institutions bancaires, je vous le disais, Bitcoin, Traders amateurs, le Wall Street Base, quelques exemples pour vous montrer qu'ils se détournent de plus en plus pour trouver des alternatives. Et les grandes entreprises, on voit des jeunes qui se tournent, encore une fois, dans des PME, des entreprises sociales, des entreprises d'économie circulaire. Donc, c'est quoi la cause, c'est quoi la conséquence, on ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'il y a des alternatives, ils les trouvent et ils s'engagent massivement dans ces alternatives-là et délaissent complètement les institutions traditionnelles. Ça revient un peu à la lutte des âges qu'on parlait. Pour eux, les institutions appartiennent à une autre génération complètement, ce qui fait qu'ils se tournent vers des alternatives. Puis on voulait juste vous montrer deux exemples qui sont assez parlants pour nous de deux institutions. Il n'y a pas plus institutionnel qu'une banque, je crois. Donc, deux exemples de la Banque nationale et de Desjardins qui ont carrément intégré des plateformes qui appartenaient aux jeunes. Donc, à la place de décider de faire son propre environnement sur sa propre plateforme, ils ont décidé d'intégrer un environnement gagnant où est-ce que les jeunes étaient déjà là. Donc, je donne l'exemple de Banque nationale qui finance 4,95, qui est une filiale ou une section, disons, du magazine Urbania, qui évidemment s'adresse aux jeunes milléniaux du Québec. Également, l'exemple de Desjardins qui a produit une série qui est maintenant disponible sur tout.tv. Donc, ces institutions-là auraient très bien pu tenter de répliquer ce contenu-là sur leur propre site web, sur leur propre plateforme, mais ils ont été brillants, je veux dire, de s'associer avec des plateformes qui rejoignaient déjà les jeunes et de rester en arrière-plan. Donc, de faire vraiment parler le contenu sur ces plateformes-là plutôt que de pousser leur marque vraiment de l'avant ou dans la gorge, je veux dire, des jeunes. Là. Exactement. Puis ces exemples-là incarnent un peu ce que plusieurs institutions pourraient faire parce que le rapport d'interaction envers les institutions, les jeunes a changé dans les dernières années. Auparavant, si on regardait les années 80, les années 70, on voyait essentiellement et naturellement que les jeunes se tournaient vers les institutions, entraient dans les partis politiques. Au Québec, on a eu des partis politiques avec environ 300 000 membres. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les institutions doivent se rendre aux jeunes pour se faire entendre et connaître leur existence. Donc, vraiment, la dynamique d'interaction entre les jeunes générations et les institutions a changé. Voilà. Et a changé en partie parce que, bon, j'y ai fait un peu référence, mais c'est aussi une crise de représentation. Pour eux, si on regarde la représentation dans les institutions, les gouvernements, les partis politiques, les entreprises privées, pour eux, ces institutions-là ne se représentent pas eux-mêmes. Et on voit également le phénomène de jeunes qui se sentent complètement délaissés. Donc, on va un stade plus loin, ils se sentent complètement délaissés de la société en général. 24 on peut penser que c'est peu, mais c'est un jeune sur quatre qui croit que la société est injuste envers eux et un jeune sur quatre qui croit que la société les exclut complètement. Donc, c'est assez énorme comme statistique, un jeune sur quatre. C'est pas anodin de voir autant de jeunes qui se croient complètement délaissés
dans la société dans laquelle on vit. 49% sont insatisfaits de la direction que prend la société. Donc, même s'il y a des jeunes, beaucoup de jeunes qui se sentent exclus, ben, il y a aussi beaucoup de jeunes qui n'ont pas l'impression, encore une fois, que la collectivité, la société s'en va dans la bonne direction. Encore une fois, une crise de l'avenir. Ils rejettent peut-être les institutions, mais ils ont pourtant besoin d'elles. Peut-être ne le savent-ils pas encore. Ici, on vous présente le pourcentage des 13 à 40 ans qui ont eu besoin d'aide pour payer des charges financières élevées dans leur vie. Donc, 24 ont eu besoin de quelqu'un pour payer leur loyer mensuel, 21 pour un voyage, 15 l'hypothèque, 28 pour des produits de consommation, 26 pour l'automobile, 21 des factures essentielles. Vers qui est-ce qu'ils se tournent à ce moment-là, vu qu'ils ne vont pas voir les institutions? Eh bien, ils vont voir leur famille. Mais tu étais à la bonne place, merci. Ils vont voir leur famille. Donc, c'est une occasion manquée ou ratée, disons ici, des institutions, puisque les jeunes vont se tourner vers leur famille, vers leurs parents. 30 disent que leur premier conseiller financier est leurs parents. Donc, c'est pas la banque, c'est vraiment le papa-maman. 67 estiment que leurs parents sont là pour eux s'ils ont besoin d'argent. 20 ont eu besoin de leurs parents pour accéder à la propriété. Et puis, il y a un article qui est super intéressant dans le Journal de Montréal qui était sorti il y a quelques mois qui disait qu'au Québec, un parent va aider en moyenne jusqu'à 82 000 $ pour pouvoir financer une propriété de leurs enfants. Donc, c'est incroyable que les parents deviennent carrément des banques. Et les parents deviennent, comme on dit un peu plus bas, là, des conseillers, mais aussi des piliers financiers. Ils ne peuvent pas rien faire sans eux. Ce phénomène-là, on le voit dans l'argent, effectivement, mais on le voit également dans des grandes décisions de leur vie. Décision de choisir un premier emploi, décision d'aller dans une certaine école. Donc, encore une fois, les institutions ne sont pas présentes comme conseillères. C'est bel et bien la famille qui reste première conseillère. On a voulu montrer également les revendications. Année après année, dans les trois dernières éditions de l'étude jeunesse, on voyait bien sûr que l'environnement trônait en haut du sommet de la pyramide en termes de préoccupation. Quand je disais qu'il y avait une certaine lutte des âges, ben c'est sur ces questions-là de discrimination, d'inclusion, de racisme, qu'il y a véritablement des différences générationnelles. Je vous conseille de regarder les cinq premiers énoncés. On a calculé et analysé une série d'énoncés. On voit véritablement qu'il y a 5 énoncés qui ressortent du lot. D'abord, les Autochtones sont maltraités. Il y a 67 des jeunes qui pensent que oui au Canada. L'islamophobie existe, 66 Le privilège blanc existe au Canada, 63 Racisme systémique, 62 et police au Canada fait du profilage racial, 55 Quand il y a une majorité en haut de 50 des jeunes qui croient à ça, ben ça incarne des revendications des jeunes, oui, collectivement, dans les médias, dans les partis politiques, également sur les médias sociaux, mais également sur le travail, dans les organisations où ils veulent changer la société en général. Et également, on pose la question sur l'égalité des genres. Par exemple, j'accepte que les hommes et les femmes changent de sexe, c'est 68 Pour eux, pour le bien des jeunes, la majorité des jeunes, il n'y a pas de question à se poser sur ces phénomènes-là. Même chose sur l'égalité des hommes et des femmes. Même chose sur les personnes appartenant à la communauté LGBTQ2S+, qui sont victimes de discrimination en général. Pour eux, il n'y a pas de question à se poser. Ils sont victimes de discrimination et il est plus facile d'être un homme qu'être une femme au Canada. Donc, sur ces questions-là d'égalité des genres, d'égalité entre les différentes communautés ethnoculturelles, c'est les revendications que les jeunes mettent de l'avant, que ce soit dans leurs entreprises, dans la vie, dans leurs engagements, que ce soit sur les médias sociaux, mais dans leur engagement dans la société en général, c'est véritablement ces questions-là, accompagnées bien sûr de la question environnementale. L'anxiété, c'est un indicateur qu'on suit évidemment depuis le tout début de cette étude-là. On pose les mêmes questions d'année en année pour pouvoir suivre la tendance. C'est jamais des diapositives qui sont joyeuses à présenter puisque les taux d'anxiété sont vraiment très élevés chez les jeunes. Ici, important de mentionner que c'est une auto-évaluation. Évidemment, on demande aux jeunes de remplir le sondage. Ce ne sont pas des cas diagnostiqués. Par contre, ça vaut pas pour moins, effectivement, puisque si eux-mêmes disent qu'ils ont vécu une dépression ou des moments anxieux, mais ça cache quand même quelque chose. Donc, 21 cette année disent qu'ils ont vécu une dépression importante, 39 des moments de dépression, 48 des périodes d'anxiété. On est vraiment proche de la moitié là, de la population des jeunes. 69 ont déjà vécu des symptômes donc qui sont liés à leur santé mentale et on voit une augmentation de 3 par rapport à 2020. Donc, c'est des taux qui sont encore une fois très élevé. C'est une tendance qu'on voit depuis 4 ans qui ne se tarit pas, malheureusement. Donc, c'est définitivement des générations qui sont anxieuses.
Et si on voit un petit peu plus en détail sur cette anxiété-là justement, les femmes vivent l'anxiété de manière vraiment plus forte que les hommes dans nos sondages. 58 estiment donc avoir vécu des périodes d'anxiété. C'est 20 de points de pourcentage de plus que les hommes. Donc, on voit vraiment où est-ce qu'il y a un gap là, carrément entre les hommes et les femmes. Est-ce que c'est parce que les hommes le disent moins? Est-ce que c'est parce que les femmes le ressentent plus? La limite du sondage s'arrête là, mais on voit quand même une grande différence de 20 Les travailleurs à temps partiel, ça c'est important parce que quand on est jeune, ben souvent on travaille à temps partiel, on va à l'école en même temps, donc on a un horaire qui est vraiment très chargé. On doit beaucoup se déplacer, penser à beaucoup de choses, beaucoup d'anxiété donc qui est créée. Et 77 de cette catégorie-là, les travailleurs à temps partiel, estiment avoir eu des complications liées à leur santé mentale. Il y a également, Philippe le disait un petit peu plus tôt, il y a des gens qui se sentent carrément en marge de la société. Oui, on peut penser aux groupes, aux gens qui font partie de la communauté LGBTQ2S+, mais également des gens qui disent tout simplement, moi, je ne me reconnais pas dans cette société-là, je me sens en marge. 84 de ce groupe-là qui estiment être exclu de la société disent avoir eu des complications de santé mentale. C'est une différence de 19 des gens qui ne se disent pas en marge de la société. Donc, c'est énorme. Encore une fois, 84 c'est énorme comme taux. Et l'éco-anxiété, bien évidemment, on y faisait un petit peu allusion un petit peu plus tôt. 58 des jeunes avouent avoir déjà souffert d'éco-anxiété. C'est plus qu'un jeune sur deux. Et donc, c'est véritablement une revendication qu'un problème auquel ils font face et qui les tourmente. Bon, on ne voulait pas terminer sur une note trop négative. Ce qui peut aider les jeunes, ce que les jeunes nous disent dans les sondages, essentiellement les jeunes générations, c'est qu'ils ont un désir de faire partie d'une communauté. C'est de cette façon-là qu'ils peuvent appartenir, qu'ils sentent qu'ils font une différence, qui leur permettent de parler de leurs problèmes, de diminuer leur anxiété. L'importance du cercle social d'abord, quand on regarde l'importance des amis, de la famille, de l'entourage, c'est ce qui ressort de nos sondages. Ils ont véritablement un désir d'appartenir à des groupes d'amis, de famille. C'est vers ces groupes-là qui se tournent également. Quand on regarde les communautés numériques, on va voir que les jeunes vont se tourner vers des communautés numériques qui vont leur permettre d'appartenir à quelque chose. Donc, de pouvoir parler de leurs préoccupations, que ce soit sur Facebook. C'est pas un hasard que Facebook, par exemple, va mettre de l'avant les communautés, les groupes Facebook, parce qu'ils savent très bien, ils le voient très bien dans leurs différentes analyses, que les gens ont un besoin d'appartenir à des groupes. C'est ce qui fonctionne. On peut voir le même phénomène de plusieurs membres des jeunes générations qui sont sur des plateformes comme Reddit. Donc, ce sont des plateformes qui permettent de réunir certains groupes ensemble qui ont les mêmes préoccupations, les mêmes opinions, les mêmes valeurs. Les communautés au travail, on peut tendre à l'oublier. Les entreprises, les organisations peuvent l'oublier, mais ça peut devenir un lieu où les jeunes générations sentent qu'ils font partie d'une communauté qui fait du changement, qui est un acteur positif dans la société. Et ce qu'on voit également dans le sondage, c'est que les jeunes générations se définissent beaucoup plus par ce qu'ils incarnent que par nécessairement les choses matérielles, que ce soit la voiture. On voit que l'importance reliée à la voiture diminue de plus en plus. La grosseur de la maison, qui était autrefois les manières dont on se plaçait socialement, qu'on se définissait socialement, mais ça change avec les jeunes générations et c'est davantage par les groupes auxquels on appartient qui définissent véritablement ce qu'un jeune est et incarne dans la société. Donc, les groupes, que ce soit les groupes d'engagement, que ce soit les groupes, les entreprises auxquelles ils travaillent. Donc, il y a véritablement un changement dans la définition de la place sociale des jeunes. Et ça, c'est une différence générationnelle qui est monumentale. On voulait, avant de vous laisser, avant d'aller à la période de questions, quand même, un peu réunir tout ce qu'on a dit. On dit beaucoup de choses dans ce genre de présentation-là. On voulait vous donner 3 conseils stratégiques véritablement pour faire avancer et améliorer vos relations avec les jeunes générations. D'abord, vous devez comprendre que les jeunes en général, que ce soit ceux d'âge d'entre 15 et même jusqu'à 35, 40 ans qui sont installés, la plupart cherchent à donner un sens à leur vie, que leur engagement au travail, ce soit des acteurs positifs de changement parce qu'ils n'ont pas l'impression que la société va dans une bonne direction. Ils cherchent une direction à leur vie. Ils veulent remplir leur existence par leur engagement, que ce soit, oui, chez les jeunes, mais aussi chez les plus vieux. Ils espèrent incarner véritablement le changement. Le deuxième conseil stratégique qu'on pourrait vous dire, c'est que non seulement ils se méfient de vous et que vous devez les convaincre, mais vous devez également leur faire comprendre
que vous existez. Il y a bien des jeunes qui vivent dans des univers alternatifs à vous, qui ne connaissent même pas vos avantages, ce que vous pouvez leur donner, comment vous pouvez changer la société. Donc, ils se détournent de vous, ils se méfient de vous, mais ils ne savent même pas bien souvent que vous existez. Et le troisième conseil stratégique, c'est comprendre que le changement passe par vous. Tout ou tard, si les jeunes veulent améliorer leur société, ils devront passer par les organisations, les institutions, les intégrer, changer la société de l'intérieur. Donc, leur faire comprendre que vous êtes des acteurs de changement, leur faire comprendre que le changement passe par vous, par les organisations et pas seulement par leur engagement personnel. Donc, encore une fois, pour nous, c'est toujours un plaisir de présenter l'étude de jeunesse. On est en notre 4e édition. On est toujours content de parler avec vous, de répondre à vos questions et on est toujours content de vous présenter les constats de cette étude chez les jeunes qui est faite par les jeunes pour vous parler, pour donner une voix à ces jeunes-là dans les organisations, pour qu'ils fassent entendre leurs préoccupations et leurs valeurs. Merci beaucoup, Philippe. Merci tout le monde de votre attention. On a juste quelques petites informations techniques à vous donner avant de passer à la période de questions. Donc, Philippe, si tu vas aller sur la diapositive suivante, simplement vous rappeler que c'est une série de webinaires. Donc, vous avez encore 2 autres thèmes à explorer devant vous, qui sont encore une fois les jeudis matin à 9 h. Donc, le prochain va porter sur la consommation en compagnie de Philippe et de Christian Bourque, qui est notre vice-président exécutif, gourou de la communication. Ça risque d'être très intéressant. Et finalement, on termine en fait cette série sur le travail. On sait que c'est un webinaire que vous attendez avec impatience. On a très hâte de vous dévoiler les résultats de cette année. Contexte de pénurie de main-d'œuvre, comment est-ce qu'on fait pour garder ces jeunes-là à l'intérieur de l'organisation? On va tout vous dire. Donc, c'est le 16 décembre à 9 h. Vous allez recevoir les invitations si jamais vous n'êtes pas encore inscrit cet après-midi dans un courriel. Et puis, finalement, on peut passer à la période... Oui, non, tu étais sur la bonne diapositive. On peut passer à la période de questions. J'en ai vu beaucoup qui sont arrivés. Simplement vous réitérer que vous allez recevoir l'enregistrement de la présentation d'aujourd'hui cet après-midi par courriel. Vous allez également recevoir un rapport gratuit en décembre, donc pas aujourd'hui, mais en décembre, qui présente les résultats de la 4e édition. Et puis, cette présentation-là peut être offerte également dans vos organisations. Ça peut être très intéressant à présenter à des départements chez vous. Donc, autant celle sur la citoyenneté que la consommation, que le travail. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous intéresse. Donc, on va passer à la période de questions. Je crois que nous en avons reçu plusieurs. N'hésitez pas à en poser. Nous allons les ouvrir. Tout d'abord, la première chose, comme Sarah a dit, je vois plusieurs questions plusieurs d'entre vous voudraient avoir la présentation. Vous allez recevoir l'enregistrement. Donc, voilà. Exactement. Donc, Philippe, je peux te poser peut-être la première question. Donc, une question de Thierry. Est-ce que la répartition démographique, par exemple, ce qu'on mentionnait au début, la religion, les LGBTQ, montrée pour le Canada au tout début, existe également pour le Québec? Oui, on peut faire cette répartition-là au Québec. C'est essentiellement le même phénomène au Québec en termes d'identification aux communautés LGBTQ et même sur les autres facteurs socio-démographiques qu'on a montrés. Il y a une petite différence au Québec, il y a une méfiance et moins d'identification religieuse qu'on va voir au Québec, mais ça, c'est pas nécessairement un fait générationnel. Chez toutes les générations, ça se ressent, mais ça se ressent également chez les jeunes. Quand on regarde la confiance envers la religion et l'identification à une religion, c'est un peu moins fort au Québec comparativement au reste du Canada. Parfait, merci. On a une question d'Alexandre qui nous demande de définir médias traditionnels. Bon, les médias traditionnels, comme ça qu'on le voit, ça va être tous les médias. Par exemple, on va prendre les journaux généralistes, donc les 3 journaux au Québec, par exemple. On va parler au Devoir et dans le reste du Canada aussi. Là, donc, les journaux qui sont généralistes, qui sont les grands journaux à tirage, la télévision câblée, médias traditionnels, que ce soit les téléjournaux à 18 h, tout ce qui est médias traditionnels essentiellement, là, donc tout ce qui a été qui a tout le temps longtemps fait partie de l'écosystème médiatique, c'est comme ça qu'on le définit. Qu'est-ce que je trouve intéressant dans cette... Oui, vas-y. Excuse-moi. Non, qu'est-ce que je trouve intéressant également dans cette diapositive-là, c'est, on n'a pas évidemment sondé leur consommation à ce niveau-là, mais on le sait qu'elle se détériore, la consommation des jeunes envers les médias traditionnels, mais on a bien sondé la confiance. Donc, non seulement leur consommation se détériore, mais la confiance est très, très basse. Ouais. Et c'est important de dire également dans le sondage, on laisse le jeune définir, on ne laisse pas le définir, mais nous, on parle simplement de médias traditionnels, on ne le définit pas dans le sondage, donc on laisse
le jeune comprendre et concevoir c'est quoi le média traditionnel. Et pour lui, quand il entend ça, il le lit bien sûr au téléjournal, par exemple, ou aux journaux généralistes, et sa confiance à 31 là, je sais revenir, là, c'est à 30, je pense que c'est 36 c'est extrêmement bas. C'est des phénomènes qui sont jamais vus. Et si j'étais un média, encore une fois, je me poserais de sérieuses questions parce que ça montre une démission assez massive des jeunes envers les médias plus traditionnels. C'est pas une question, mais on nous demande de remettre la page des 3 conseils. Si tu pouvais juste reculer, Philippe, pour la laisser. Je pense qu'il y avait des Oui, petits screenshots qui voulaient se faire aller. Donc, juste reculer. Parfait, merci beaucoup. Une question de Philippe. De manière générale, quels résultats ont le plus varié depuis l'édition 2020? Je dirais 3 choses. D'abord, certainement, il y avait déjà l'impression que ça allait pas bien collectivement quand je parlais de crise de l'avenir. Ce phénomène-là s'exacerbe, augmente encore une fois cette année. L'anxiété augmente de 3 points de pourcentage quand on met tous les facteurs ensemble, que ce soit moment de dépression ou anxiété générale. C'est sûr que quand je parlais de climat social, la COVID accentue cette crise-là et l'anxiété. On va voir également, on le mesure encore une fois cette année, et ça peut peut-être faire référence à une autre question sur la confiance aux institutions. Les jeunes, encore une fois cette année, c'est encore plus élevé leur manque de confiance et de représentativité qu'ils conçoivent envers les institutions. On nous demande également, excuse-moi, vas-y. Ah ben, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a beaucoup de changements en termes également sur le travail, la consommation, donc on va voir dans les autres présentations. Absolument. Est-ce que le rapport, qu'on va remettre en décembre gratuit, détaille les données de façon genrée, donc est-ce qu'on sépare les résultats hommes-femmes? Il me semble que non, on les présente comme un tout. Cependant, quand il y a des différences qui sont marquées, comme on montrait avec l'anxiété, par exemple, qui est beaucoup plus élevée chez les femmes, mais oui, il va y avoir un point à ce sujet-là, mais les données sont présentées combinées. Oui, exactement. Donc, voilà, c'est assez clair. Je pense qu'on va essayer de, on va continuer. Excusez-moi. On questionne, donc une question de Stephen. On questionne les institutions traditionnelles, mais est-ce qu'ils sont conscients de la manipulation grandissante qu'on voit via les médias sociaux? Donc, on peut penser à l'ère Trump, la pandémie, les fake news. Ouais, ce qu'on va observer, c'est que c'est pas nécessairement un phénomène générationnel. On pourrait croire que les jeunes, étant donné qui maîtrisent la technologie, sont ceux, bien souvent, qui créent des nouvelles tendances pour avoir une maîtrise et une connaissance beaucoup plus vaste des phénomènes de désinformation. Mais quand on remarque dans les différents sondages, on voit que la désinformation, on voit que la croyance à certaines théories complotistes, il n'y a pas véritablement de phénomène générationnel qui soit si fort que ça, ce qui est assez surprenant, mais on le remarque à sondage après sondage, autant les jeunes de la génération des milléniaux ou de la génération Z croient dans les mêmes proportions que la génération du baby boom, la génération X, aux théories du complot, par exemple, à la désinformation. Ce qui est exacerbé chez eux, bien sûr, c'est, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est encore une fois leur confiance qu'ils vont avoir envers les institutions en tant que telles, qui va être beaucoup plus basse, que ce soit la police, que ce soit les banques, que ce soit les gouvernements, les partis politiques. Ça va être beaucoup plus bas chez les jeunes, et c'est peut-être ça qui crée le phénomène qu'on voit qu'autant de jeunes que de vieux vont croire à ces théories-là. Mm-hmm. On a une question de Mélanie qui demande, pouvez-vous nommer des exemples de plateformes et médias sociaux utilisés par les jeunes? On avait sondé dans les dernières années l'utilisation des plateformes. Bien évidemment, on peut penser à du Instagram, du TikTok, du YouTube, qui était très populaire l'an dernier dans notre étude. Philippe, complète-moi, mais ces trois-là étaient vraiment au sommet de l'utilisation. Même Facebook, en fait, prenait du retard face à vraiment YouTube, Instagram et TikTok. Et c'est quelque chose qu'on pourrait observer encore une fois aujourd'hui. Exactement. Sarah, tantôt, tu y faisais référence, mais quand on voyait que le comportement était conditionné de plus en plus envers des micro-générations. Donc, on voyait par exemple qu'il y a des comportements à l'intérieur des générations, mais qui se divisent selon l'âge des répondants. Donc, le phénomène de la génération et l'âge est encore plus important, mais on va le voir dans leur utilisation des médias sociaux. Par exemple, on va voir que les plus jeunes vont se tourner vers TikTok, vers YouTube, vers Instagram, beaucoup plus que les plus vieux, et ça peut créer certains comportements qui vont être différents entre la génération Z et la génération des milléniaux. Absolument, on le voit dans des discussions, même TikTok cause vraiment un gap parfois en termes de référence
On peut parler de mimes, on peut parler de tendances vidéo qui se déroulent et qui se développent à une vitesse fulgurante sur cette plateforme-là. Quand on n'en est pas conscient, effectivement, il y a un discours qui se brise entre certaines générations, entre certains groupes. On demande si les répondants étaient exclusivement résidents du Québec. Non, en fait, les résultats qu'on vous a présentés aujourd'hui sont canadiens. J'ai vu une autre question, en même temps, je vais y répondre. S'il y avait des grandes différences entre les jeunes du Québec et du reste du Canada, non. C'est vraiment la raison pourquoi est-ce qu'on les regroupe aussi. On fait pas de distinction. Il n'y a pas de différence marquée. Puis c'est quelque chose qu'on disait également l'année dernière, en fait. Entre un jeune Italien, un jeune Canadien, un jeune Français, il y a souvent pas de différence parce que, encore une fois, on regroupe par l'âge. Le comportement est défini par l'âge. Donc, il y a plus de différence entre un jeune de 25 ans et son aîné de 55 ans qu'un jeune Canadien de 25 ans avec un jeune Français de 25 ans, par exemple. Petite note également que je pense intéressante à ajouter, Philippe, dans le rapport gratuit qu'on va donner en décembre, il y a également une petite section sur les Américains. Donc, aujourd'hui, c'était vraiment des données canadiennes qu'on a présentées, mais il va y avoir quelques résultats des États-Unis. Peut-être une dernière parce que je veux vraiment vous laisser avant 10 heures. On va laisser avec une grosse question, on va terminer avec une grosse question. Philippe, quels seraient les points d'amélioration à faire à l'avenir? Bon, ça peut toucher environ toutes les organisations, que ce soit les organisations scolaires. Là, j'ai vu comment les institutions scolaires peuvent améliorer. Ben, je vais essayer de répondre aux deux questions en adoptant une posture plus générale. Bon, c'est sûr que la première chose, moi, je crois que quand on parle des jeunes, une des différences monumentales, c'est qu'on parlait de l'éclatement du quotidien, mais c'est aussi, bon, les jeunes vont avoir la population, par exemple, d'une entreprise ou étudiante, par exemple, va être de moins en moins homogène. Donc, il faut s'adapter à cette manière-là, de ne pas concevoir nécessairement la population comme un tout, voir qu'ils sont multiples, qu'ils sont diverses également. La deuxième chose, je pourrais dire là-dessus, c'est sur l'anxiété. C'est monumental de voir que 69% des jeunes entre 13 et 40 ans se disent qu'ils ont déjà vécu des phénomènes, que ce soit de l'anxiété, des moments de dépression ou de la dépression. Là. 70%, on parle d'une majorité de jeunes. Donc, tu sais, le phénomène, c'est plus rare de voir un jeune qui n'a pas vécu ça que l'inverse. Donc, c'est assez majeur. Et si vous êtes une entreprise qui fait affaire avec des jeunes comme clients, vous devez comprendre qu'il est stressé en entrant dans votre magasin. Si vous êtes une institution scolaire qui a des jeunes, vous devez comprendre que la majorité d'entre eux, particulièrement les femmes, vivent de l'anxiété probablement au quotidien. Et ça se confirme dans la littérature médicale, c'est pas simplement l'autoperception. Si vous êtes une entreprise et que vous employez, vous devez comprendre que ça se peut que le bien-être, le désir d'avoir une certaine flexibilité au travail, souvent ça revient à ce mal-être-là que bien des jeunes vivent et qu'ils ont besoin que leur entreprise comprenne, que leurs supérieurs comprennent que ça se peut qu'il y a des problèmes de santé mentale et qu'ils les accommodent. Et on voit dans le 16 décembre prochain, la présentation sur le travail, que c'est un des facteurs, un des éléments. Il y a bien des jeunes qui recherchent une flexibilité, qui recherchent l'écoute de ses supérieurs, probablement, assurément même parce qu'ils ont certains problèmes, certaines complications, certaines liées à leur santé mentale. Bien, merci beaucoup, Philippe. Je vois d'autres questions, mais le temps file. Ça a été vraiment très instructif. Merci beaucoup de votre réactivité, de vos questions. Peut-être juste remettre la dernière diapositive, Philippe. Si jamais vous avez d'autres questions, vous avez des commentaires, ça va vraiment nous faire plaisir de vous accompagner et d'y répondre. Donc, l'adresse est à l'écran, mais vous allez également recevoir un courriel cet après-midi avec l'enregistrement de la vidéo d'aujourd'hui. Et on espère vous retrouver la semaine prochaine sur un webinaire qui va porter sur la consommation donné par Philippe et Christian Bourque. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir assisté aujourd'hui et on se revoit la semaine prochaine.